Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va revoir, c'est ce que c'est qu'une fonction paire et ce que c'est qu'une fonction impaire. Donc la définition, les deux définitions sont ici. Donc déjà, il nous faut un ensemble D qui est inclus dans l'ensemble des réels et qui est symétrique par rapport à 0. Je reviendrai là-dessus juste après. Si on prend une fonction qui est définie sur cet ensemble D, on dira qu'elle est paire. Si et seulement si, pour tout x appartenant à D, eh bien, l'image de moins x est la même que l'image de x. Et la fonction est impaire si et seulement si, pour tout nombre de l'ensemble de définition, eh bien, l'image de moins x, c'est l'opposé de l'image de x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que l'ensemble de définition doit être symétrique par rapport à 0? Eh bien, tout simplement, vous voyez dans la définition, je parle de f de x et je parle également de f de moins x, que ce soit dans celle-là ou dans celle-là. Là, je parle de f de x et là, je parle de f de moins x. Quand je parle de l'image de x ou de l'image de moins x, il faut que je m'assure que ces images existent tout le temps. Donc, ça veut dire que pour tout x appartenant à D, quand je calcule l'image de x, ça doit être égal à l'image de moins x. Ça veut dire que quand j'ai un nombre qui est dans l'ensemble de définition, donc qui peut aller à l'intérieur de ma fonction f, eh bien obligatoirement, son opposé doit aussi être en capacité d'avoir une image par la fonction f. Ça sous-entend quoi? Eh bien, si je trace l'axe des réels et que je mets 0 du coup ici, eh bien lorsque j'ai un nombre qui est dans l'ensemble de définition, un x, eh bien obligatoirement, il faut que son opposé, moins x, soit lui aussi dans l'ensemble de définition. Du coup, eh bien on parle de quelque chose qui est symétrique par rapport à 0. Tous les nombres qui vont avoir des images ici, eh bien les nombres qui se trouvent ici doivent également avoir une image puisque ce sont leurs opposés. Donc, je vous donne des exemples d'ensembles qui sont symétriques par rapport à 0. Il y a R déjà, tout entier. Effectivement, R tout entier, hein. Ça veut dire que je prends tous les nombres réels. Donc, forcément, tous les nombres au-dessus de 0 eh bien, qui sont les nombres positifs, il y a leurs opposés dans l'ensemble des réels, puisque ce sont les nombres négatifs. Ensuite, je pourrais prendre R étoile, ça c'est un autre exemple. R étoile, c'est l'ensemble de réels, sauf 0. Donc ça veut dire qu'en fait, il faudrait retirer 0 et prendre tous les autres réels. C'est bien un ensemble symétrique par rapport à 0, car si je prends un nombre dans cette zone rouge, son opposé est également dans la zone rouge, donc est également dans R étoile. Tout nombre non nul a son opposé qui est non nul. Un autre ensemble, je pourrais prendre de moins 5 à moins 2 et réunir avec 2 jusqu'à 5. Je serai ici en train de parler, si jamais je les dessine sur mon axe des réels, eh bien, de moins 5 à moins 2, je parle de cet intervalle ici. Et donc, pour que ce soit symétrique par rapport à 0, il fallait bien que je dise de 2 à 5. Vous voyez, il y a cette notion de symétrie centrale ici. D'où le nom d'ensemble qui est symétrique par rapport à 0. Un exemple d'ensemble qui ne serait pas symétrique par rapport à 0, si ici, vous voyez, je rallonge un petit peu et que je vais jusqu'à 6, eh bien, ça n'est plus symétrique par rapport à 0, puisque ici, si je prends par exemple un nombre entre 5 et 6, eh bien, les nombres entre 5 et 6 n'ont pas leur opposé dans l'ensemble rouge, puisque leur opposé est ici, et donc, ils ne sont pas dans l'ensemble rouge. Donc, l'ensemble moins 5, moins 2, union 2, 6 n'est pas symétrique par rapport à 0. Donc, voilà pour cette notion qui est ici. C'est pour s'assurer que quand je prends un nombre qui a une image, eh bien, son opposé a également une image et que donc, je peux considérer ces deux définitions. Alors maintenant, un exemple de fonction paire, eh bien, vous avez par exemple la fonction carré qui est définie sur R, dont une expression du coup est f de x égale x au carré. Donc c'est une fonction qui à x associe le carré de x. Eh bien cette fonction est bien paire, puisque si je prends un nombre x et son opposé, ils vont avoir la même image. Effectivement, un nombre et son opposé ont le même carré. Par exemple, 3 et moins 3 ont le même carré, qui vaut 9. 4 et moins 4 ont le même carré, qui vaut 16.
Donc vous voyez que je mette 4 ou moins 4 ici, ça me donnera le même résultat. 3 ou moins 3, ça me donnera le même résultat. Alors là, je vous ai donné sur des exemples, 3 et 4, mais si je veux démontrer proprement que cette fonction est paire, eh bien, il faut que je raisonne avec des x et pas simplement avec 3 et 4, car ça pourrait marcher pour 3 et 4, mais ne pas marcher avec 5, par exemple. Donc, il faut que je m'assure que ça marche avec tout le monde. Donc, pour tout x appartenant à R, je suis obligé de calculer f de moins x. Donc, f de moins x. Eh bien, pour démontrer, je remplace x par moins x. Ça me donne moins x au carré. Mais je sais que moins x au carré, c'est donc moins x fois moins x. Donc finalement, ça donne x au carré. Et je me rends compte que je suis retombé sur f de x. J'ai donc bien démontré que f de moins x était égal à f de x. Je peux donc en conclure que la fonction carré est impaire. Et paire, pardon. Voilà. Pour ceux qui ont déjà fait les chapitres de trigonométrie sur le cosinus et le sinus, eh bien on peut regarder la fonction cosinus. Pour tout x appartenant à R, f de moins x, c'est égal donc au cosinus de moins x. Pour exprimer le cosinus de moins x en fonction du cosinus de x, on trace un petit cercle trigonométrique. On regarde, quand on prend un petit angle x qui sera représenté par ce point sur le cercle trigonométrique, on regarde d'où va se retrouver le point qui représente l'angle moins x. Et on regarde le cosinus. Le cosinus, c'est l'abscisse de chacun de ces deux points. On s'aperçoit que ces deux points ont la même abscisse, donc que l'angle x et l'angle moins x ont finalement le même cosinus. Donc, le cosinus de moins x est égal au cosinus de x. Et donc, je m'aperçois que je suis retombé sur f de x. J'ai donc démontré que la fonction cosinus était une fonction paire. Je vous l'ai écrit, la fonction cosinus est paire. Alors après, je peux en créer des plus complexes que ça. Je vais vous donner un autre exemple, une fonction un petit peu plus compliquée qui est également paire. Donc cette fonction qui est définie de cette manière-là, qui est bien définie sur R, puisque le dénominateur ne s'annule jamais pour n'importe quel nombre réel, eh bien cette fonction-là va également être une fonction paire. Si je prends l'image de 2 et l'image de moins 2, eh bien je vais avoir le même résultat. Si je prends l'image de 4 et l'image de moins 4, je vais avoir le même résultat. Alors comment on le démontre? Eh bien on va démontrer en raisonnant pour tout nombre x que je pourrais choisir. Donc pour tout x appartenant à R, je vais calculer l'image de moins x. L'image de moins x, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien ça me donne 8 fois le cosinus de moins x. Donc 8 fois le cosinus de moins x plus 6 fois moins x que je mets à la puissance 4. Moins x puissance 4. Le tout divisé par moins x que je mets au carré, plus 1. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Le but, c'est de savoir si ça me redonne bien f de x. Alors oui, ça va bien me redonner f de x, parce que comme j'ai vu juste avant, la fonction cosinus est paire, ça veut dire que le cosinus de moins x est en fait égal au cosinus de x, donc ça veut dire qu'en fait, je peux l'écrire de cette manière-là. 8 fois cosinus de x, puisque cos de moins x vaut cos de x, on a vu juste avant, plus 6 fois, alors moins x à la puissance 4, eh bien moins x à la puissance 4, c'est pareil que x à la puissance 4. Pour ceux pour qui ça n'est pas évident, eh bien moins x à la puissance 4, c'est moins x fois moins x fois moins x fois moins x. Donc au niveau des signes, qu'est-ce qui se passe? Moins par moins par moins par moins, ça va me redonner plus. Et il va me rester x fois x fois x fois x, donc x puissance 4. Divisé par
moins x au carré, donc moins x fois moins x, eh bien, moins par moins plus, donc x au carré, ce qui me donne donc x au carré plus 1. Je retombe donc sur f de x. Donc, je peux conclure que la fonction f qui est définie par cette expression sur R, eh bien, est en fait une fonction paire. Donc voilà, des fonctions paires, il y en a tout un tas. Une manière de les construire, ça va être d'additionner des fonctions paires entre elles, et ainsi de suite, de faire des petites opérations comme ça. Dans cette vidéo, je ne vais pas rentrer en détail sur comment on les construit, hein. Je veux juste que vous voyez ce que c'est qu'une fonction paire, ce que c'est qu'une fonction impaire. On passe aux exemples pour les fonctions impaires. Alors on a par exemple la fonction cube, qui est définie par f de x égale x au cube pour tout x appartenant à R. Cette fonction-là, eh bien effectivement, le cube de 2, ça vaut 8, 2 fois 2 fois 2, 8. Et le cube de moins 2, eh bien ça va valoir moins 8, parce que moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Donc je vais avoir le signe moins qui va rester, et je vais me retrouver avec moins 8. Donc je m'aperçois que 2 et moins 2 n'ont pas la même image, mais ont des images opposées. Il y en a un qui a pour image 8 et l'autre a pour image moins 8. Donc, l'image de 2, si je lui mets un moins devant, donc l'image de 2, c'est 8. Si je lui mets un moins devant, ça fait moins 8. C'est bien l'image de moins 2. Donc, il faut que je raisonne pour tout x appartenant à R, pas juste pour 2 et moins 2. Donc, du coup, j'écris pour tout x appartenant à R et je vais chercher à faire ce calcul de l'image de moins x pour n'importe quel x de R. Et je me rends compte que l'image de moins x, ça me donne donc moins x au cube. Et moins x au cube, eh bien c'est pareil que moins x au cube. Alors attention, ces deux écritures, beaucoup d'élèves les confondent. Moins x au cube, c'est moins x fois moins x fois moins x. C'est donc égal à moins par moins plus, mais je remultiplie par moins, donc moins, et après j'ai x fois x fois x, donc x au cube. Donc c'est moins le résultat de x au cube, si vous voulez. Voilà. Donc ici, moins x au cube vaut pareil que moins x au cube, ce qui me donne moins f de x, puisque f de x, c'était x au cube. Donc finalement, j'ai prouvé que f de moins x était égal à moins f de x pour tout x appartenant à R. Donc la fonction cube est en fait une fonction impaire. On passe à un autre exemple. On passe à la fonction sinus. La fonction sinus, pour savoir si elle est paire ou impaire, eh bien il faut que je calcule pour tout x appartenant à R l'image de moins x. L'image de moins x, c'est donc le sinus de moins x. Le sinus de moins x, pour essayer de l'exprimer en fonction de sinus de x, pour retrouver f de x, eh bien je regarde le cercle trigonométrique. Sur mon cercle trigonométrique, alors, voilà. Je m'intéresse à un angle x et à l'opposé de cet angle, l'angle moins x. Les points qui représentent ces deux angles sur le cercle trigonométrique, je viens de le placer en bleu. Et quand je regarde le sinus d'un angle, eh bien je regarde l'ordonnée du fameux point qui représente l'angle sur le cercle trigonométrique. Je m'aperçois que ces ordonnées ici, cette distance a l'air égale à celle-là. Donc s'il y en a une qui est positive, l'autre, eh bien c'est la même, mais avec un signe négatif devant. Donc je me rends compte que x et moins x ont des sinus qui sont tout simplement opposés. Si le premier sinus vaut par exemple 1/3, eh bien le deuxième sera égal à moins 1/3. Donc finalement, le sinus de moins x, c'est l'opposé, donc c'est moins le sinus de x. C'est le sinus de x auquel je mets un moins devant. Donc on retrouve ces petites propriétés grâce au cercle trigonométrique. Et donc du coup, c'est égal à moins sinus de x c'est f de x. Donc finalement, c'est moins f de x. J'arrive bien à la définition d'une fonction impaire. Donc finalement, eh bien, la fonction sinus est une fonction qui est
impair. Voilà. Pareil, comme tout à l'heure, on va en fabriquer une un petit peu plus compliquée. Alors pour la plus compliquée, on va attendre un petit peu. On va d'abord voir la fonction inverse, puisque vous voyez, elle est définie sur R étoile. R étoile, c'est bien un ensemble qui est symétrique par rapport à 0, puisque en fait c'est R à qui on a retiré simplement 0. Donc dès que je prends un X dans R étoile, son opposé est encore dans R étoile. Alors pour prouver que c'est une fonction impaire, eh bien j'utilise toujours la même méthode. Je vais calculer pour un X appartenant à R étoile, je vais calculer l'image de moins X. L'image de moins X, c'est donc, je prends ce calcul et je remplace X par moins X. Ça me donne 1 sur moins X. 1 sur moins X, c'est pareil que moins 1 sur X. Et donc, c'est pareil que moins f de X, puisque 1 sur X pris tout seul ici, c'est bien f de X. Donc, finalement, la fonction inverse est impaire. Alors, une fonction un petit peu plus complexe, donc celle-là, par exemple, l'expression f de x égale 5x au cube plus 12x moins 4 sinus de x. Donc, je vais chercher à prouver que cette fonction est impaire. Donc, pour tout x appartenant à R, elle est bien définie sur R, cette fonction, eh bien, je vais calculer l'image de moins x. L'image de moins x, je reprends donc l'expression f de x, dans laquelle je remplace tous les x par des moins x. Donc, ça fait 5 fois moins x au cube, plus 12 fois moins x, moins 4 fois sinus de moins x. Alors, 5 fois moins x au cube. Moins x, quand je le mets au cube, j'ai vu que la fonction cube était elle-même impaire. Ça me donne 5 fois moins x qui serait mis au cube. Plus 12 fois moins x, qui va me donner moins 12x. Et moins 4 fois. Et sinus de moins x, on vient de voir juste avant que la fonction sinus était elle-même impaire. Donc l'image par le sinus de moins x est égale à moins l'image de x. Donc, ça me donne moins 5x au cube, moins 12x, moins 4 fois moins sinus x, plus 4 sinus de x. Alors là, je repère que finalement, ici, j'ai presque f de x, sauf que f de x, vous voyez, ici, c'est un plus, un moins, alors que moi, ici, j'ai un moins et un plus. Donc, c'est exactement l'opposé de f de x. Donc, je peux factoriser par moins 1. Ça va me donner moins, dans ma parenthèse, de moins 5x au cube, il va me rester 5x au cube. De moins 12x, si je factorise par moins 1, il va me rester plus 12x. Et de 4 sinus de x, si je factorise par moins 1, je vais avoir moins 4 sinus de x. Je vérifie dans l'autre sens. Moins 1 fois 5x au cube, moins 5x au cube. Moins 1 fois 12x, moins 12x. Moins 1 fois moins 4 sinus x, moins par moins plus. Je retombe bien sur ce que j'avais avant. C'est donc égal à moins, et là je repère que j'ai exactement f de x, donc moins f de x. J'ai donc prouvé que f de moins x était égal à moins f de x pour tout x appartenant à l'ensemble de définition de f. Je peux donc conclure que la fonction f est en fait une fonction qui est impaire. Voilà pour ce qui est des exemples. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est l'interprétation qu'on peut avoir d'une fonction paire ou impaire sur un graphique et voir comment on peut essayer de repérer à l'aide d'un graphique, donc à l'aide d'une courbe qu'on pourrait tracer sur une calculatrice, si une fonction a des chances d'être paire ou être impaire. Petite chose, il ne faut absolument pas penser que n'importe quelle fonction, que quand je choisis une fonction au hasard, eh bien, elle est forcément paire ou impaire. Ce n'est absolument pas le cas. Vous avez des fonctions paires, vous avez des fonctions impaires et vous avez des fonctions qui ne sont ni paires ni impaires. Et même en vérité, si jamais on prend vraiment une fonction complètement au hasard, eh bien vous avez assez peu de chances pour qu'elle soit paire
ou impair. Donc ça veut dire qu'en gros, la majorité de vos fonctions, entre guillemets, hein, bien sûr, à prendre des pincettes, tout ça, mais si je prends une fonction complètement au hasard, il y a extrêmement peu de chances qu'elle fasse partie des fonctions paires ou qu'elle fasse partie des fonctions impaires. On passe du coup à l'aspect graphique. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est comment se traduit cette propriété-là dans un repère orthonormé, donc ça veut dire axe perpendiculaire et avec la même unité sur les deux axes. Alors ici, c'est un repère orthonormé. En réalité, la propriété qu'on va voir fonctionne très bien dans un repère orthogonal. Donc ce qui est important pour la propriété qu'on va énoncer, c'est que les axes soient perpendiculaires. On verra ce qui se passe juste après s'ils ne le sont pas. Donc s'ils sont perpendiculaires, eh bien ici, je vais avoir quelque chose d'assez simple. Donc il y a quelque chose qui est toujours vrai, c'est que l'image de 3, d'après la définition qui est là-haut, l'image de 3, c'est l'image de moins 3. Donc ça veut dire qu'en moins 3, en réalité, je sais ce qui se passe. C'est la même image que pour 3. Donc ça marche pour 3, mais ça marche pour tous les nombres de mon ensemble de définition. Donc je vais bouger mon point A. Donc, je vais changer la valeur, l'abscisse de A. Ça va me donner un nouveau point de la courbe ici. Et donc, je vais en déduire, grâce à l'image de 3, je vais en déduire l'image de moins 3. Après, pour 4, je vais en déduire l'image de moins 4, et ainsi de suite. Donc, je fais bouger mon image ici. Et vous voyez que dès que je calcule l'image d'une abscisse rouge, ça me donne automatiquement l'image d'une abscisse bleue. Et ça veut dire que lorsque je trace une courbe sur 0 plus l'infini, par exemple ici, eh bien ça me trace la courbe sur moins l'infini 0 par symétrie. On observe qu'ici, notre courbe, il y a une symétrie axiale d'axe, l'axe des ordonnées. Si je prends cette courbe, ma feuille de papier, et que je viens la plier sur l'autre côté, eh bien je me rends compte que les deux courbes vont se superposer. La rouge va se retrouver sur la bleue. Donc on retient cette propriété qui est que dans un repère orthogonal, donc il faut des axes perpendiculaires, il ne faut pas forcément la même unité sur les deux axes, mais il faut des axes perpendiculaires. Donc dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire sera toujours symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors, la courbe que je vous trace ici, c'est la courbe représentative de la fonction carré, que vous connaissez bien. Donc là, on va discuter du fait de représenter la courbe et de la fameuse propriété de symétrie axiale dans un repère qui ne serait pas orthogonal. Donc là, vous voyez, le repère est orthogonal. Donc, j'ai placé un point A sur la courbe et en face, ici, j'ai construit le symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Vous apercevez qu'ici, le symétrique tombe bien sur la courbe, pas de problème. Si jamais je déplace le point A, vous voyez que le symétrique, eh bien, reste tout à fait sur la courbe, pas de souci. Donc là, je suis dans le cadre d'un repère orthogonal. Maintenant, je vais déplacer un petit peu mes axes. Alors maintenant, ce qui va se passer, c'est que ça va rester la courbe de la fonction carré, sauf que je vais mettre un angle qui ne sera plus un angle droit entre mes axes. Alors, je mets un angle. Et là, vous voyez que le point rouge ne se situe plus sur la courbe. Le point rouge, il est construit comment? C'est toujours le symétrique de A par rapport à l'axe. Vous voyez, si je remets l'axe bien vertical pour vous, vous voyez bien qu'ici, si je plie la feuille selon l'axe vertical, le point bleu se retrouve sur le point A. En revanche, la courbe bleue ne se retrouve pas sur ce bout de courbe ici. Pour bien vous le montrer, eh bien, je vais faire bouger le point bleu et on va voir comment évolue son symétrique par rapport à l'axe qui, tout à l'heure, le symétrique, je vous rappelle, se trouvait bien sur la courbe et quand je faisais bouger le point A, eh bien, il restait sur la courbe. Si je mets un angle entre mes deux axes qui n'est pas un angle droit, eh bien, on va voir ce que ça donne. Alors, je remets l'axe des abscisses horizontal. Voilà. Donc, je répète, c'est bien toujours la fonction carré qui est représentée. Et cette fois-ci, je vais faire bouger le point A. Et donc, regardez, si vraiment la courbe était symétrique par rapport à l'axe des ordonnées dans ce repère, eh bien, ça ne devrait pas être la courbe bleue ici, ça devrait être la courbe rouge. Donc, vous voyez bien que finalement, la courbe bleue, ici, n'est absolument pas symétrique par rapport à l'axe.
je retourne un petit peu pour réillustrer ça. Vous voyez ici, eh bien, la vraie symétrie de cette partie de courbe bleue, c'est la courbe rouge. Ça n'est pas la courbe bleue qui se situe ici. Si je plie selon l'axe, la courbe bleue là se retrouve sur la courbe rouge ici, absolument pas sur la courbe bleue. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup en classe sur le fait que la symétrie qu'on peut observer sur une courbe qui représente une fonction paire n'est vraie que dans un repère qui serait orthogonal, c'est-à-dire avec des axes perpendiculaires. Si les axes ne sont plus perpendiculaires, on perd cette propriété de symétrie axiale. Donc je vous ai écrit la propriété. Dans un repère orthogonal, la courbe représentative d'une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On passe aux fonctions impaires. On passe donc aux fonctions impaires. Pour une fonction impaire, dans la définition, on nous dit que pour tout x de l'ensemble de définition, l'image de moins x est l'opposé de l'image de x. Donc par exemple, si je me place en 3, si l'image de 3 c'est 2,4, eh bien ça veut dire que l'image de moins 3, eh bien c'est moins 2,4. Donc voilà. Donc finalement, ça signifie que O sera le milieu du segment A' avec A', du coup, qui est le point qui a comme coordonnée ici, moins 3, F de moins 3. Voilà, donc en réalité, on va avoir une symétrie centrale. Si je fais bouger ici mon point A, je peux en déduire où se trouvera le symétrique de l'autre côté. Et donc, vous voyez, si j'en prends plein, et que je prends plein, je prends tous mes points, et bien finalement, le côté rouge de ma courbe me permet de trouver le côté bleu de la courbe. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on va avoir une symétrie centrale ici, quand on a une fonction impaire. Donc, c'est comme ça qu'on va repérer sur un graphique qu'on est en présence d'une fonction impaire, c'est que la courbe sera symétrique par rapport à l'origine du repère. Alors, contrairement aux fonctions paires, où pour observer la symétrie axiale, il fallait avoir un repère orthogonal, c'est-à-dire des axes perpendiculaires. Pour les fonctions impaires, ça n'est pas le cas. On peut observer la symétrie centrale dans n'importe quel repère. Alors, pour illustrer ça, je vous ai tracé ici la fonction cube. On a vu que la fonction cube était une fonction impaire. Donc, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, si je trace le symétrique du point A par rapport à O, il se retrouve bien sur la courbe. Et si je fais bouger le point A, eh bien finalement, vous voyez que son symétrique décrit bien la courbe qui se passe pour les abscisses négatives. Donc finalement, le symétrique de A par rapport à O décrit bien ma courbe. Donc ça, on l'avait déjà vu juste avant. La question c'est, est-ce que c'est encore le cas si jamais mes axes ne sont plus perpendiculaires? Donc, je mets un angle à mes axes, voilà, comme cela par exemple, et maintenant, je vais essayer de voir si le symétrique de A est encore sur la courbe. Tout à l'heure, pour les fonctions paires, on avait vu que le symétrique de A par la symétrie axiale n'était plus sur la courbe bleue. Alors qu'ici, vous voyez, si je bouge le point A, eh bien, le symétrique décrit toujours la courbe. Donc ça vient illustrer, ça démontre rien, mais ça vient illustrer le fait que pour une fonction impaire, eh bien, finalement, le repère n'est pas obligatoirement orthogonal pour qu'on observe une symétrie centrale.